J'avais envie de lancer ça avec un ami qui est médecin. C'est le fait de faire des analyses très poussées pour savoir exactement quelles sont nos failles au niveau génétique et épigénétique pour recevoir une supplémentation qui soit parfaitement adaptée à nous, à notre héritage génétique et épigénétique et aux exigences du milieu et du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Par exemple, de dire, monsieur un tel, il est de telle origine ethnique, il a grandi dans telle condition. Son énéagramme, voilà, j'ai une cartographie de l'individu. Ces 5 prochaines années, il va vivre dans telle ville, ce qui implique telles exigences, telles contraintes. Et donc, pendant ces 5 années, la supplémentation idéale pour lui, pour répondre à ses besoins, c'est celle-ci. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce et avoir un coup d'avance en business et tech, on a une newsletter 100% gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus les plus importantes que vous devez absolument connaître. C'est nous personnellement qui la rédigeons tous les jours. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs, chefs d'entreprise, professionnels et investisseurs qui la lisent tous les jours. Voilà, c'est totalement gratuit, vous allez adorer, je vous mets le lien dans la description. Arti, bonjour, merci de ta présence. Aujourd'hui, on voulait faire un épisode spécial sur l'industrie de la santé mentale. C'est une industrie qui est assez large en fait. En faisant mes recherches, je ne savais pas vraiment sous quel angle l'attaquer parce que ça peut aller de la solitude finalement jusqu'à la femme qui est en situation de périménopause et donc avec toutes ces hormones qui partent dans tous les sens et avec une santé mentale déclinante. Ça passe par le stress, l'anxiété, différentes crises existentielles aussi. Donc, assez compliqué à aborder. Donc, je te propose de commencer par ton industrie à toi. C'est-à-dire le stress, l'anxiété dans l'infoproduit. Donc, c'est quand même assez niché. Je te propose de commencer par te présenter. Présente ton activité. Si tu peux nous donner des chiffres aussi pour un peu comprendre comment tu te positionnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, la croissance sur les réseaux, ton chiffre d'affaires, si tu peux le donner, ou alors un ordre d'idée. Et puis à partir de là, on essaiera de creuser davantage cette industrie, comprendre les acteurs, comprendre les chiffres, comprendre les idées, les opportunités. Voilà. Let's go. C'est en train de remplir ma mémoire tampon là, de toutes les sous-questions que je dois garder en tête pour les traiter après. Je te les rappellerai, bien sûr. Ok, bah alors déjà, effectivement, oui, le sujet de la santé mentale, c'est extrêmement large parce que ça touche à plein de choses. Et moi, tu vois, j'ai attaqué ce marché depuis l'angle du stress et de l'anxiété, qui est un peu ma manière de me différencier dans ma communication, même si je suis intimement convaincu que c'est un des sujets les plus importants et que ça touche à plein de choses. Et donc, je dis que ça touche à plein de choses, c'est-à-dire que quand je parle de stress, ça m'amène à parler de santé physique, de sommeil, d'alimentation, de mobilité, d'activité sportive, de respiration, de psychologie, de rapport aux autres, de rapport à soi-même, de rapport à l'argent. Donc ça va sur l'entrepreneuriat, ça va sur l'investissement, ça va sur la longévité, sur l'optimisation de la santé, sur tout ce qui touche au biohacking, aux compléments alimentaires. En fait, c'est extrêmement large. C'est juste que moi, j'ai décidé d'avoir un fil rouge qui est le stress. Parce qu'en fait, quand j'apprends à quelqu'un à mieux gérer son stress, je vais impacter son rapport à lui-même, ses relations, son rapport à l'argent, sa vie perso, sa vie pro, sa santé physique, sa santé mentale. Et je vais toucher à plein de sujets. Et du coup, moi, pour me présenter vite fait, je m'appelle Arti, Art Milan, du coup, j'ai 31 ans. Et ça fait depuis que j'ai 17 ans à peu près que je m'intéresse à tout ça. Enfin, à commencer par le sport, l'alimentation, le sommeil. Pour moi d'abord, hein, c'était d'abord pour moi. Et puis pareil, j'ai commencé à m'intéresser à l'anxiété parce que c'était un sujet qui me concernait. Et j'ai commencé à créer du contenu sur tout ça il y a 3-4 ans, sous forme de vidéos courtes sur Instagram. J'avais déjà lancé une chaîne YouTube à l'époque, vite fait. C'était vraiment très, très tranquille, hein. Et du coup, j'en ai fait une activité qui s'appelle Adoméos, du coup. Adoméos, ça veut dire vers l'équilibre. En 2020, j'ai lancé ça quand? Ouais, fin 2022. Et je suis focus à 100% là-dessus depuis quelques mois seulement, parce qu'avant, j'avais un peu le cul entre deux chaises, je faisais d'autres trucs à côté. J'étais dispersé. Du coup, moi, mon angle d'attaque, c'est vraiment le stress. Et c'est vraiment plutôt les gens qui sont trop stressés, parce qu'il y a aussi des gens qui ne le sont pas assez, qui foutent rien de leur journée et qui sont un peu apathiques et très passifs. C'est pas vraiment eux qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les profils entrepreneurs, les mecs qui bossent beaucoup, les mecs ou les femmes d'ailleurs, qui bossent beaucoup. Parce que c'est un monde que je connais bien depuis longtemps. Moi, j'ai commencé en 2014 à m'intéresser au business en ligne. À l'époque, je me rappelle, la première newsletter à laquelle je m'étais inscrit, c'était Cédric Anissette. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Ouais. C'était en 2014, quoi.
Il y avait quelques acteurs à l'époque. Donc ça fait un bail que je gravite un peu dans ce milieu-là, infoprenariat, beaucoup plus que le monde de la startup que je connais pas trop. Et il y a un pattern que je retrouve énormément dans ce monde-là, c'est l'attrait pour le dev perso, l'attrait pour l'optimisation de soi, l'attrait pour la productivité à tout prix, pour cette idée de se sacrifier pour développer son capital financier, en fait. Et moi, je m'inscris un peu en opposition à ça en disant au mec, bah, en fait, vous allez vous griller, quoi. Vous allez ruiner votre capital santé pour développer votre capital financier. C'est un très mauvais calcul. Vous allez le regretter plus tard. Et bah, venez, je vous montre pourquoi. Et je vous montre les erreurs à ne pas faire que moi j'ai pu faire avant. Voilà. Et j'essaie de répondre à chacune de tes questions. C'est pas facile parce que moi, la C'est pas concentration, mal. c'est pas évident. On peut s'arrêter là si tu veux et rebondir sur déjà tout ce que tu as dit. Est-ce que, pour que les auditeurs comprennent bien un peu ton parcours, est-ce que, sans forcément entrer dans les détails, mais est-ce que tu peux nous donner, tu nous as parlé d'un passage à vide très certainement, ou alors du moins un passage avec forte anxiété. Ça s'est traduit par quoi? Comment tu as fait pour t'en sortir? Okay. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, mais il faut que j'aide d'autres personnes à s'en sortir aussi? Ok. C'est plus qu'un passage, c'est-à-dire que moi, les conditions dans lesquelles j'ai été élevé, dans lesquelles j'ai grandi, font que j'étais extrêmement anxieux. J'avais plein d'ambitions, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais le cerveau qui tournait bien, sauf que j'étais pas armé. Enfin, j'avais peur du rejet, j'avais peur de me confronter au monde, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de tout en fait. Et quand tes ambitions sont en décalage avec ta réalité et ce que tu arrives à faire, bah tu te dis ok, c'est quoi le problème? J'étudie, je cherche. Tu vois, à l'époque dans laquelle on vit, tu peux avoir accès à toutes les informations assez facilement. Donc j'ai lu, j'ai écouté des. J'étais comme vous de la génération YouTube, donc je me suis formé tout seul. J'ai eu des mentors aussi. Euh, et, et au fur et à mesure des années, bah, j'ai fait ce travail sur moi, d'abord tout seul, puis j'ai découvert le développement personnel, puis j'ai découvert des délires spirituels dans lesquels je me suis un peu réfugié. Et ensuite, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui m'a aidé en thérapie pour faire un vrai travail de fond, vraiment un travail sur les fondations psychologiques, ce qui pour moi est indispensable pour l'immense majorité des gens, même s'ils veulent pas se l'avouer, parce que c'est pas agréable. Et au fur et à mesure, bah, ça allait de mieux en mieux. Je me suis un peu réparé, on va dire. Et puis j'ai pu, ça c'est assez récent, hein, je vous dis ça, jusqu'en 2020, je voulais régler tous mes problèmes tout seul. Donc j'avais pu attaquer certains de mes problèmes, mais pas tous. Euh, et donc c'est assez récent le fait que ça puisse m'aider à bah, entreprendre pour de vrai en fait. Rien que le fait de créer du contenu, le fait d'aller à la rencontre des gens, le fait de participer à des événements et d'être proactif, de passer à l'action quoi. J'ai passé des années à emmagasiner du savoir et à lire des bouquins de dev perso et à faire semblant d'avancer alors que je me mentais à moi-même. Et je pense que dans ce milieu des gens qui veulent être entrepreneurs, qui veulent mener leur barque, il y en a énormément qui sont dans ce cas-là. Et puis il y a ceux qui passent à l'action pro et qui se crament aussi. Ça, c'est un peu autre chose. J'ai fait un peu ça aussi. Comment, moi la question que je me pose, c'est comment, parce que de l'histoire que tu racontes, tu as vraiment vécu le truc, c'est-à-dire que limite mieux placé que tout le monde pour savoir comment ça se passe. Comment tu as fait la transition de se dire, ok, je dois régler mes propres problèmes, Ok. c'est-à-dire, c'est en train de devenir un business pour moi et je vais en faire un produit. Comment tu as eu ce déclenchement tu vois ça remonte à très très longtemps. Déjà à l'époque 2010, 2011, 2012, je passais mon temps à partager des trucs sur Facebook. Sur Facebook. J'avais 17 ans, j'avais entre 16 et 18 ans. En fait, j'ai toujours eu ce délire de vouloir pousser les autres à faire mieux, de leur dire voilà, là tu fais de la merde, là tu as du potentiel, mais tu fais de la merde, tu le gâches. La plupart du temps, les gens ils m'ont pas demandé mon avis, donc ça les faisait un peu chier que je vienne faire de l'ingérence. Mais je le faisais quand même. C'était comme ça. Je suis comme ça. Je suis hyper exigeant avec moi-même. Je le suis aussi avec les autres, parfois un peu trop. Et donc, je les incitais à s'améliorer, à changer. J'ai toujours fait ça. Et quand je vais commencer à partager du contenu, à faire des vidéos, rapidement, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie de faire de la formation. Bon, au début, j'ai fait l'erreur que font beaucoup de gens qui n'osent pas vendre, c'est que j'ai voulu faire du coaching gratuit pour avoir des témoignages et des case studies. Ça n'a pas marché. Je me suis épuisé bêtement. Mais c'est parti de là, en fait. Et aujourd'hui, finalement, ce que je fais avec mes clients, c'est ce que je faisais avant avec mes proches, sauf que eux,
un, ils me l'ont demandé, et deux, ils me payent pour ça. Donc, moi, je suis heureux, tu vois. Et puis, c'est le fruit d'une quinzaine d'années d'accumulation de connaissances, d'expérimentation, d'essais-erreurs, en accumulant les thématiques, un peu comme un peu comme un millefeuille, tu vois. Ah, la santé, ah, le sommeil, ah, l'alimentation, ah, la psychologie, la socio, les neurosciences, les machin, machin, machin. Et à l'arrivée, tu développes une approche globale et systémique du truc et tu comprends des choses que les gens ne voient pas et tu les vois faire des erreurs que toi, tu as faites il y a 10 ans. Et moi, ça me fait péter un câble de voir ça, tu vois. Donc, je me dis, bah, mec, viens, on gagne du temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, concrètement, comment, j'allais dire, s'administre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais se consomme ton produit et comment ça se passe concrètement? Alors moi, en novembre dernier, j'ai fait un peu un virage. J'ai supprimé tout ce que j'avais avant. Avant, j'avais juste des cours en ligne et je faisais des appels de coaching. Je vendais des appels de coaching à 100 balles et j'avais un cours en ligne ça grattait la surface, quoi. C'était 2 heures de vidéo où je donnais un peu les fondamentaux de l'hygiène de vie et du stress. Sauf qu'en fait, bon, bah, les gens, ils achètent, soit ils consomment pas, soit ils consomment, ils appliquent rien et moi, j'ai aucun feedback. Ça m'emmerde. Et les appels de coaching, c'était un peu pareil. C'est bien, tu passes un bon moment avec les gens, tu fais connaissance. Des fois, c'est stimulant intellectuellement parce que tu attires des gens malins. Mais il n'y a rien derrière et tu crées pas de relation. Donc j'ai dégagé tout ça. À partir de novembre, j'ai commencé à faire de l'accompagnement, format 3 mois. Donc accompagnement. La promesse était assez ambitieuse au début, hein, mais bon, fallait que je me jette dans le grand bain. L'idée, c'était de travailler à la fois sur les fondations psychologiques de l'individu, aussi le fait ensuite de poser des bases en termes d'hygiène de vie, de comprendre les grands principes de la santé pour les appliquer, pour se les approprier, pour essayer de cultiver une bonne santé sans trop se prendre la tête avec ça et sans y passer sa journée et sans y penser tout le temps et sans s'enfermer dans des routines trop strictes et des bonnes habitudes trop nombreuses. Et donc, consolider les fondations, poser des bases et ensuite bâtir, bah, c'est de leur inculquer un peu des principes d'économie, de création de valeur, de l'investissement. Ce sur quoi je me suis formé aussi pendant des années et qui se rapproche un peu de la santé finalement. C'est les mêmes fondamentaux, hein. La santé et l'économie, c'est un peu la même chose. C'est comment tu crées de l'énergie, comment tu la dépenses, comment tu la magasines, etc. C'est pareil. Euh, et j'ai perdu ce que je voulais te dire ensuite. Oui, donc aujourd'hui, finalement, j'ai que 2 offres en une. Donc, en novembre, je lance ça, accompagnement, format 3 mois. En décembre, je rencontre mon associé. Là, on est on est en train de s'associer là juridiquement. Euh, L'idée, c'est que du coup, on travaille en synergie à deux. Lui plutôt là pour faire un travail de fond avec les clients et moi plutôt un travail de bonnes habitudes, de compréhension de compréhension de la santé, de compréhension de comment fonctionne l'humain. Et on travaille en synergie là-dessus. Et en fait, ce qu'on faisait à l'époque, c'est que une partie de ce qu'on délivrait, c'était de l'accompagnement en one-to-one, c'était du coaching en fait. Enfin, c'est un mélange de thérapie et de coaching. Souvent, je vois des contenus qui sont trop coaching ou d'autres qui sont, enfin, je vois du full coaching ou du full thérapie. Je vois jamais l'entre-deux, alors que je considère que l'entre-deux, c'est ce qui fonctionne bien, quoi. C'est quoi la Donc, différence exactement entre les deux, entre la pour thérapie moi, et pour moi, la thérapie, si je devais caricaturer, la thérapie, c'est typiquement l'énergie féminine, l'énergie de la maman, tu vois. C'est le care, le soin. Alors que le coaching, c'est le coup de pied au cul du daron, tu vois. Le coaching, c'est je te prends par la main, enfin, je te mets plutôt des coups de pied au cul et je te pousse à agir et je te dis voilà, faut que tu fasses ça et tu vas le faire comme ça. Moi, je considère que des fois, on a besoin de l'un ou de l'autre. En fonction des profils, on a plutôt besoin de bonne maman ou de bon papa, en fait, parce qu'on a plutôt manqué de l'un ou de l'autre. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, je vois que des offres, ou alors je les connais pas toutes, mais je connais pas bien le marché américain, par exemple, ils sont peut-être en avance sur nous, mais je vois beaucoup d'offres très caricaturales qui sont soit dans un extrême, soit dans l'autre. Et du coup, qui attirent soit que des mecs, soit que des femmes, alors que l'un comme l'autre aurait besoin des deux. Mais bref, ça, c'est un vaste sujet encore. Donc aujourd'hui, on fait ça, et il y avait toute une partie de l'offre qui était une forme de coaching de groupe, espace communautaire, des lives pour échanger, des lives pour présenter des sujets sous forme de cours. Et en fait, là, aujourd'hui, j'ai un peu scindé mon offre en deux, et le seul truc dont je parle publiquement, c'est cette offre communautaire par abonnement. Un peu comme les RX de Tugan / Arnaud à l'époque, où il a terminé à vendre ça 50 balles par mois pour que ce soit accessible mais pas trop. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui en fait. Et là-dedans, bah, quand les gens voient à qui ils ont affaire, qu'ils ont vu de ce qu'on était capable de leur apporter,
qui ont confiance, qui savent qu'on va pouvoir les aider et qu'ils ont envie d'aller plus loin parce que c'est le bon timing ou parce qu'ils ont plus de moyens qu'avant, et ben on passe sur un accompagnement. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Et on fait que ça. Donc, en gros, ça te sert de produit d'appel pour ensuite upseller sur ton étiquette. Et ça, c'est la porte d'entrée, ouais. Tu as combien de membres aujourd'hui dans ta communauté payante? Je crois qu'on est 40 là. Ok, pas mal. C'est récent parce que finalement, accompagnement, là, depuis novembre, on a dû avoir 15 personnes. Et l'offre uniquement communautaire, je l'ai lancée il y a 2 mois. Et j'ai pas de 7 heures. En fait. Je suis un peu con. C'est-à-dire que comme j'ai envie de savoir à qui j'ai affaire, j'ai envie de faire le tri, j'ai pas envie de voir rentrer n'importe qui, j'ai envie de garder une forme de cohérence idéologique et un certain filtre d'intelligence aussi à l'entrée. Bah, en fait, c'est moi qui prends les mecs en appel. Je kiffe le faire, mais ça me prend beaucoup trop de temps. Il faudra que ça change à un moment. Donc pour l'instant, ouais, on doit avoir une quinzaine de personnes qu'on a eu en accompagnement, certains qui ont terminé, d'autres non. Il y a à peu près 25 personnes qui nous ont rejoints sur l'offre communautaire. Ouais. Et c'est que des entrepreneurs ou des entrepreneurs en puissance? Ou tu as aussi... Pas seulement, pas seulement. Alors, pas mal de profils d'entrepreneurs qui m'ont connu sur Instagram, ou des gens de mon réseau à l'époque, ou des gens qui m'ont vu dans des podcasts. Pas mal de profils aussi de gens qui se sont mis au trading et qui ont voulu développer cette compétence en parallèle parce que j'ai eu pas mal de visibilité dans ce milieu-là aussi, que je connais bien, qui est un milieu très stressant, qui est très destructeur. Et aussi quelques profils salariés, évidemment plutôt des profils de cadres, ingénieurs, des gens qui bossent dans le bâtiment, des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Bah, en fait, des gens qui sont soumis au stress et qui sont au bout de leur vie, quoi, qui sont dans un état d'épuisement avancé. La plupart du temps, ils sont salariés en France, donc ils vivent dans un contexte où ils bossent beaucoup pour gagner que dalle et en fait ils se font ravager la gueule. Donc évidemment, ils sont stressés. Donc j'ai pas mal de profils comme ça. Mais globalement, les dénominateurs communs, c'est des gens qui comprennent le principe de responsabilité individuelle, des gens qui ont compris que c'était intéressant d'investir sur eux et de faire attention à leur santé, des gens qui sont globalement assez intelligents quand même. De toute façon, je suis vraiment très intolérant à ce niveau-là et c'est juste histoire de prendre du plaisir à bosser en fait. Des gens qui ont quand même des notions de l'entrepreneuriat, de leadership, tu vois, des notions comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis des gens qui aussi idéologiquement sont assez en accord avec la façon dont je communique et les idées que je défends. En tout premier lieu, la responsabilité individuelle, quoi. Des adultes, en fait. Des gens qui ont envie de se comporter comme des adultes. C'est pas le cas de la majorité des gens. Toi, du coup, tu es rentré dans cette industrie il y a 10 ans, en tant que consommateur, j'entends. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as vu un avant et un après, et à partir de quand? Parce que c'est très à la mode aujourd'hui de dire que la santé mentale décolle, que tous les business surtout de la santé mentale décolle, que le stress décolle. Est-ce qu'on assiste à une vraie augmentation de ces cas, ou est-ce que finalement on assiste juste à une démocratisation de la santé mentale qui a toujours existé? Non, il y a les deux. Ok. Il y a d'un côté un effet de mode et une démocratisation de tout ça, et d'un autre côté une vraie demande, parce qu'en fait les gens, tout converge. C'est comme dans le bâtiment, tout converge en France vers une crise du logement, tu as l'impression que c'est presque surnaturel. Et ben dans la santé mentale, tout converge vers un burn-out à l'échelle de la civilisation tout entière en fait. C'est-à-dire que les gens dorment de moins en moins et de plus en plus mal, passent de plus en plus de temps devant les écrans, se nourrissent pas forcément mieux qu'avant parce que les aliments sont pauvres en nutriments, donc ils ont pas ce qu'il leur faut. Ils bossent de plus en plus. Enfin, là, on parle des gens quand même qui bossent. On parle pas des parasites. On parle des gens qui travaillent. Mais donc ils bossent de plus en plus. Le contexte est de plus en plus anxiogène. Tout le temps dans la même direction. De plus en plus de stress pour un système de plus en plus épuisé. Tu prends le système humain, de plus en plus de contraintes sur le système et de moins en moins de matières premières pour produire de l'énergie. Donc en fait, il y a un vrai besoin. Et puis, il y a deux immenses effets de mode qui sont croisés et qui se nourrissent l'un l'autre. C'est le fitness, la musculation et le dev perso. Et le fait que l'entrepreneuriat devienne une mode. Et en fait, ces deux choses-là ont un point commun, c'est
le côté optimise-toi et traite-toi comme une putain de machine. Tu peux devenir qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Euh, euh, ta subjectivité n'existe pas. On a tous les mêmes chances, les mêmes compétences, les mêmes prédispositions. Enfin, c'est totalement faux, mais bref, on peut y croire. Et donc, il suffit que tu sois discipliné, il suffit que tu en fasses plus que les autres, il suffit que tu t'optimises et que tu fasses tout comme il faut, et tu vas pouvoir prendre 20 kilos de muscle et en même temps développer une boîte qui vaudra 10 millions. Bah non, en fait. Il y a peut-être une personne sur 1000 qui va y arriver parce que la génétique l'a avantagé. Pour les autres, ils vont finir par se cramer, quoi. Toi, Mais bon. tu différencies réellement la santé mentale. Pour moi, j'ai toujours cru que, et toujours pensé, même encore aujourd'hui, que le dev perso, ça englobait aussi le fait de prendre soin de soi d'un point de vue mental, de faire de la méditation, de partir marcher, de faire du sport, bien manger. Et donc, au contraire, j'ai l'impression que tu opposes les deux. Pourquoi cette opposition? Non, mais je vais m'expliquer. Effectivement, les valeurs de surface du dev perso, c'est de se sentir mieux. Le problème, c'est que la voie qu'on emprunte dans le dev perso pour se sentir mieux, c'est la voie du faire. C'est toujours faire, 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 faire. Faire plus de trucs. Moi, ce que je défends aujourd'hui, et ce que j'ai mis des années déjà à comprendre, puis à ressentir, puis à incarner, c'est que finalement, la voie la plus efficiente, c'est la voie de l'être. C'est pas en faisant des choses que tu vas te sentir mieux. C'est déjà en apprenant à être confortable, en étant seul avec toi-même, quand t'es pas en train de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des gens sont incapables de se poser seul avec eux et d'être juste là présent à eux-mêmes à ce qui se passe là maintenant. Ça les terrifie parce qu'ils ont un immense vide intérieur et qu'en fait l'ennui les terrifie. Donc ils vont tout le temps être en train de faire des trucs, en train de rajouter de la routine, de la bonne habitude, des éléments dans leur journée pour espérer aller mieux à la fin. En fait, c'est juste une fuite de soi. Je le vois comme ça aujourd'hui. Et quand on me disait ça il y a 5 ans, je voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas l'entendre parce que j'étais en plein dedans. Moi, il y a 5 ans, mon quotidien était millimétré. Mon quotidien était un, un ramassis, un enchevêtrement de bonnes habitudes, de routine et de rigidité et de privation, parce que je voulais être parfait. Je me levais, je prenais ma douche froide, je prenais le petit-déj le plus insipide possible, je buvais des shakers de protéines de chanvre en me bouchant le nez après ma séance de sport, j'avais toutes mes routines, mes machins, et ce niveau d'exigence que je me fixais m'épuisait, mais je voulais pas le voir, parce que à la base, je le faisais pour avoir plus d'énergie. Donc, à la fois, je dis pas que je suis contre le fait de vouloir s'améliorer, de vouloir se sentir mieux, de vouloir régler ses problèmes. Bien au contraire. Je dis juste que le dev perso et la logique de toujours faire plus, de toujours s'optimiser, c'est presque un passage obligé. Ça s'appelle la rationalité, en fait, comprendre que bah, j'ai des actions. Si je mange mieux, si je dors mieux et si je fais plus de sport, bah, je me sens mieux. Je pense que tout le monde devrait en passer par là. Mais c'est une logique qui est une impasse. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver au bout de cette logique et de réaliser qu'à un certain stade, bon, bah là, finalement, je suis toujours en train de faire, je suis plus présent à moi-même, je me suis coupé de moi-même pour devenir un idéal de moi qui n'existera jamais. Peut-être que finalement, une partie de la réponse n'est pas là et qu'une partie de la réponse, c'est déjà se réconcilier avec soi et aller faire un travail de fond, un travail de thérapie, qui n'est pas sexy, qu'on nous vend pas et qui est le travail le plus difficile, qui demande le plus de courage et qui est le plus salvateur, mais qui ne relève pas du faire et qui n'est pas vendable. Enfin, il est vendable, mais il est difficilement marketable. C'est pour ça qu'il n'est pas mis en avant aujourd'hui, de mon point de vue. Bon, ce que je veux dire, c'est que cette phase d'être là-dedans, dans l'auto-optimisation, dans le fait de se traiter comme un objet, j'ai traversé cette phase. Ça a pris des années. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont dedans. Et, et des fois, ils sont dedans, ils sont très bien dedans. Et j'ai même pas envie d'essayer de leur faire percevoir les choses différemment parce que je sais qu'ils doivent faire leur expérience. Et des fois, j'en vois. Je vois dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, qu'ils sont arrivés au bout de cette phase et qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est une impasse et que la solution, que la réponse, elle n'est pas là. Et c'est ces mecs-là que je vise, en fait. Et si vous voulez un exemple, allez écouter, si vous prenez le temps, allez écouter le podcast que j'ai fait chez Nassim Saïli. La discussion, je trouve, elle est hyper riche parce que Nassim, il a 36 ans, il a été là-dedans pendant plus de 10 ans, et ça se voit dans la manière dont il reçoit l'information quand on en discute, qui commence à percevoir ça, qu'il est arrivé au bout de cette logique, qu'il comprend qu'il a fait le tour, et qu'en fait, en fait, c'est une forme d'impasse. De toute façon, moi de l'autre côté, alors sur le bien-être mental, je sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tous ces trucs-là, tous ces trucs d'optimisation, quand il s'agit
de monter, comme tu as dit, une boîte qui vaut 10 millions ou 100 ou 1 milliard ou tout ce que tu veux, tu te rends compte qu'en fait, l'impact est inexistant. Je veux dire, tu vois, Elon Musk, il prend de la kétamine, il dort 2 heures par nuit. Enfin, si tu prends tous les trucs qu'il fait, il a faux partout. Pour autant, ça marche. En fait, le problème, c'est que les gens essayent de se dire, parce que ça, tu le maîtrises, alors que le marché, tu le maîtrises pas, alors que les contrats avec la L'illusion du NASA, contrôle. c'est ça. C'est que tu te dis, ouais, je suis au contrôle, je peux prendre une douche froide. Une fois que j'ai appris à me contrôler moi-même, ce qui est peut-être un truc intéressant d'ailleurs, mais une fois que tu as appris à te contrôler toi-même, ta douche froide, tu peux la prendre tous les matins. Il n'y a plus de difficulté réelle. Convaincre le gouvernement américain de te filer 2 milliards pour pouvoir faire décoller des fusées. C'est un autre sujet, ouais. Il y a une complexité externe, il y a un truc que tu ne maîtrises pas, et il y a peut-être un type qui va te dire non. Bref, plein de choses, quoi. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que essayer de devenir entrepreneur, c'est pas juste essayer de s'optimiser, de tout faire bien. Ça, c'est un truc pour te rassurer, pour te dire, ouais, mais je suis en train de bien faire. Mais dans la réalité, tu peux très bien faire tout et n'avoir zéro résultat. Et c'est un truc où aujourd'hui, le développement personnel a du mal avec ça. A du mal avec le fait que il y a toujours de l'incertitude. Il y a toujours de l'incertitude. Tu peux avoir tout bien fait et quand même te prendre une douille. Si tu fais bien de parler de ça, c'est hyper important. 2 trucs sur lesquels je veux rebondir, la notion de contrôle et le fait qu'effectivement, le dev perso nous a vendu l'idée que si tu fais ce qu'il faut, tu auras forcément des résultats. C'est pas vrai. Tu peux bosser comme un chien pendant 3 ans sur un projet et tout sacrifier et donner tout ce que tu as pour ça, et ça se trouve, ça marchera pas. Et si t'es pas OK avec cette idée de base, tu vas t'effondrer psychiquement. Et pour en revenir sur cette notion de contrôle, moi, avec le recul, je le vois, et chez la plupart des gens avec qui je bosse, je le vois aussi, souvent, les gens qui tombent dans cette logique de tout optimiser, d'abord de s'optimiser soi, d'optimiser tout ce qu'ils mangent, d'optimiser leurs pratiques sportives, d'optimiser même parfois leurs relations. Ah, cet ami-là, il m'apporte pas tant dans une logique utilitariste, du coup, je vais arrêter de le voir, machin. Ça, ce piège-là, c'est l'expression de l'anxiété. Quand on est anxieux fondamentalement, qu'on n'a pas correctement installé un vrai sentiment de sécurité, ce qui est d'ailleurs très lié au rapport qu'on a avec notre mère, et qu'on n'a pas bien eu ça, alors on est en permanence dans un état de stress. Et quand on est en permanence dans un état de stress et dans un état de vigilance, alors on a besoin de contrôler notre environnement pour se rassurer. C'est le rôle de la croyance. C'est un des rôles fondamentaux que joue la religion. Que ce soit une des grandes religions monothéistes ou que ce soit le scientisme, le covidisme, le climatisme, ça aussi c'est des religions à mon sens. Bref, ce genre de croyance, ça joue ce rôle de te rassurer. Et ben aujourd'hui, le dev perso est devenu une religion. Et tout ce qui est sport, alimentation, entrepreneuriat, bonnes habitudes, routines, en fait, ce sont des moyens pour moi de pouvoir exprimer du contrôle et donc de pouvoir se rassurer. Et plus le vide intérieur est grand, plus on se sent en insécurité au niveau émotionnel, au niveau psychique, qu'on veuille ou non, plus on va avoir cette obsession d'aller tout contrôler. Pour essayer de se convaincre que c'est bon, on comprend tout, on connaît tout, on maîtrise tout de notre environnement. Or, absolument pas en fait. Il y a toujours une zone d'inconnu, une zone d'incertitude, et il y aura toujours du chaos, des choses qui vont arriver que tu n'auras pas prévues. Et si tu l'acceptes pas, bah ouais. Du coup, j'ai une question qui peut-être qu'on pourrait trouver un poil hors sujet, mais est-ce que tu considères, au vu de ce que tu viens de dire juste avant, que le fait qu'il y ait un recul dans nos sociétés des grandes religions, notamment la religion, enfin, le christianisme, est-ce que le fait qu'il y ait un recul de ça a créé un ensemble qu'on pourrait qualifier de micro-religions, ou en tout cas de micro-croyances, si ce n'était pas des religions, mais a créé un ensemble de micro-croyances parce qu'en fait, quelque part, l'humain, à la fin de la journée, il a besoin de croire en quelque chose qui lui fixe une espèce de cadre, de règles, de mythologie et de tout ce qui va avec, et que du coup, on est passé de Jésus à Thibaut InShape bien sûr. C'est peut-être pas Thibaut InShape, c'est peut-être pas, mais plutôt le tarot, ce genre de choses. Non, mais attends, on est passé de Jésus à Tony Robbins, les gars. Voilà, bah, très bien. Ou plus contemporain encore, qui dépense 2 millions par an pour s'optimiser. Brian Johnson. C'est très juste ce que tu dis, et ton intuition est très bonne. Je suis prêt à parier que ton profil MBTI, à toi Alexandre, c'est INTJ, un truc avec du NI au début, de l'intuition introvertie, parce que tu arrives à détecter tout de suite le truc, quoi. Bref, je ferme cette parenthèse. J'avoue que j'en ai aucune idée, mais si tu le dis, on fera un test. On en parlera, ouais. Mais oui, très clairement, en fait, la nature n'aime pas le vide. Et quand il y a un vide de croyance quelque part, il est forcément comblé par une autre croyance. Parce qu'en fait, un être humain qui ne croit pas, qui ne peut pas se raccrocher à une liane de croyance pour se rassurer, ça veut dire qu'il est en permanence potentiellement en train de penser à tout ce qui peut le tuer, tout ce qui peut le menacer, tout ce qui peut
intenter à son intégrité physique, ça n'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça, en fait. Parce que ça serait trop de stress, trop d'anxiété en permanence. Et si tu es tout le temps anxieux, tout le temps stressé, tu es en état d'inhibition, tu te fiches, tu ne mets plus dans l'action et tu ne peux plus remplir tes fonctions de base, en fait, ce pourquoi tu es là. Donc, oui, la disparition de la religion laisse place à un vide qui va être comblé par autre chose, on le voit bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, sur ma chaîne YouTube avec le gars de la chaîne Hypnomachie, avec qui on a fait pas mal de vidéos, avec qui on travaille beaucoup ensemble, on avait fait une vidéo dans laquelle on parlait du retour du religieux en période de crise. Et on l'observe aujourd'hui. Là, j'ai vu les chiffres cette année. Il y a eu une énorme explosion du nombre de baptisés en France et une énorme explosion de la fréquentation des pèlerinages. Parce qu'en période de crise, en période d'incertitude, en période de stress, il y a un retour vers la croyance. Et là, aujourd'hui, il y a certaines formes de croyances complètement dysfonctionnelles qui perdent de la vitesse. Par exemple, le wokisme est en train de. On a vu un pic il y a 2 ans. Là, on a eu un excès haussier de wokisme. Et le bon sens a shorté le wokisme, et donc le wokisme est en tendance baissière là. Et donc les ponts se déversent, l'allocation d'énergie et d'espace mental se déverse ailleurs, quoi. On a shorté le wokisme. Le bon sens a shorté le wokisme, c'est très bon ça. Donc oui, complètement. Ton intuition est très bonne là-dessus. Je te laisse reprendre, Luc. J'ai un peu fait une digression, mais. Non, c'est hyper intéressant. Et si on revient sur l'industrie en elle-même, est-ce que déjà tu connais en France des personnes qui, ou même à l'étranger, hormis Tony Robbins et tout, mais qui sont vraiment positionnés sur, non pas sur le développement personnel, mais vraiment sur cette industrie de la santé mentale, le stress, l'anxiété, et qui font des chiffres absolument délirants. Pour l'instant, on peut rester dans l'industrie de l'infoproduit, et puis après, je vous propose d'aller vers des apps, vers du SaaS. Alors, pour moi, il y a plusieurs industries qui génèrent énormément de cash dans ce milieu. Il y a l'industrie des compléments alimentaires, qui est en train de se développer, d'exploser en France. Je pense qu'elle a mis plus de temps à se développer qu'ailleurs, parce qu'en France, on a la sécurité sociale, et comme on est un peuple d'enfants, on s'en remet à papa et plat pour régler tous nos problèmes. Alors qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus livrés à eux-mêmes à ce niveau-là, donc c'est beaucoup plus développé depuis beaucoup plus longtemps. Je connais pas les chiffres, mais ça doit être monstrueux, les chiffres de l'industrie du complément. Il y a un mec que je vois passer de temps en temps qui s'appelle Boris Brecha, qui est un peu un coach pour des entrepreneurs et des mecs blindés aux États-Unis. C'est un peu merde, comment il s'appelle le gars neuroscientifique qui a son podcast là, qui a un énorme tchad. Tu vois forcément de qui je parle, Luc. Bien sûr, un mec barbu. Oui, j'ai oublié son nom. Qui a eu un gros bad buzz sur Twitter il y a 6 mois et quelques. Par rapport à sa vie sexuelle, je crois. Ah oui, je savais pas ça. Oh, il y a des délires. J'ai oublié son nom, vous voyez de qui on parle, c'est dommage que j'ai oublié, mais. Je vais le trouver. Boris Brecha, c'est un peu la version entrepreneur de ce mec. Je sais que le gars, il accompagne des célébrités et des entrepreneurs à déjà améliorer leur santé, à s'optimiser, peut-être aussi il les accompagne sur des questions, il me semble, de libération émotionnelle, d'un travail sur le corps, un travail psychosomatique. Andrew Huberman. Andrew Huberman, exactement. Tout ce qui est respiration holotropique, tout ce qui est aussi travail de thérapie, j'ai l'impression qu'il est là-dedans aussi. C'est encore, pour moi, une logique très utilitariste. Mais j'ai l'impression qu'il est bien au-dessus du lot. Et après, grosse industrie aussi, il y a tout ce qui est les apps pour apprendre à méditer. Petit Bambou, ça doit être énorme, je sais pas combien ils font. Et puis je pense que c'est des trucs qui vont énormément se développer maintenant. Les mecs vont intégrer de l'IA, des agents IA pour affiner et pour personnaliser encore plus l'expérience. T'as Headspace, compagnie qui faisait, en termes de valo, on parlait de quasiment 1 milliard, je crois. Headspace, calme. Avec de mémoire des levées qui est autour de 100-150 millions pour pareil, une centaine de millions de chiffre d'affaires, je pense. Enfin, c'est des trucs quand même assez costauds. Il y a aussi toute l'industrie du logement insolite et du logement expérientiel. Pour moi, la demande pour ça, elle vient surtout du stress.
quand tu es citadin, que tu subis ta vie et que tu as besoin de couper, eh ben, tu n'en as rien à foutre de lâcher 300 balles la nuit pour aller passer un week-end avec ta femme dans une petite cabane en bois perchée dans les arbres avec un jacuzzi, parce que tu as besoin de calme. Le calme aujourd'hui prend de la valeur. Genre, si le calme était une action, je l'achèterais, tu vois. L'accès au calme, l'importance de l'accès au calme, ça, c'est devenu un luxe. Et donc, ça vaut très cher. Le calme, t'entends par là l'absence de bruit, le fait d'être dans un environnement. Alors, absence de bruit, absence de pollution sonore, électromagnétique, microparticules, tout ce que tu veux. Absence de monde aussi. Parce que quand tu vis dans une ville, l'omniprésence de plein de gens en permanence, c'est hyper stimulant. Et on est déjà suffisamment hyper stimulé dans le quotidien. On a tous un téléphone dans la poche qui est une source d'hyperstimulation infinie. Et donc, c'est devenu très rare et très précieux d'avoir accès à ce calme-là. Tu rajoutes à ça l'expérience du jacuzzi, la belle vue, la nature, tout ça, bah, tu as un marché du logement insolite qui explose. Ouais. Bon, encore faut-il que ce soit dans un pays où ce soit rentable de le faire et où les gens qui en ont besoin aient les moyens de le payer. Je lis votre newsletter, je sais que vous aviez parlé d'un gars aux États-Unis là, qui a une newsletter énorme où il parle que de ça là. C'est toi, lui, qui avait partagé ça, je sais plus comment il s'appelle encore une fois. Mais bref, le mouvement là-bas. On avait fait un épisode il y a quelques semaines sur ce que nous on a appelé l'immobilier à concept et qui est le logement insolite et d'autres trucs, mais en effet, il y a un mec qui a basé tout son bise sur uniquement, grosso modo, des Airbnb insolites. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Au-delà de ça, il y a une tendance, c'est les EMF bloqueurs. Alors, j'ai découvert ça il y a 2 semaines et quelques. Et en gros, ça va être des logements ou alors des coques de téléphone ou ce que vous voulez, mais il y a carrément des logements qui sont en train de se faire comme ça. Pour les ondes électromagnétiques. Exactement, pour bloquer ce type d'onde parce que derrière, ça pourrait entraîner des problèmes, notamment de santé mentale avec d'autres choses. Donc, ouais, il y a vraiment des business entiers qui se concentrent. En fait, il y a énormément de choses qui se développent et finalement, moi, ce que j'amène, la logique de dire arrêtez de rajouter, arrêtez de faire, arrêtez d'accumuler et arrêtez de chercher la solution dans le faire, mais revenez plutôt à l'être. En fait, ça, c'est très mauvais pour le capital parce qu'en fait, être présent à soi-même, être bien avec soi, accepter son vide intérieur, réapprendre à respirer et aller marcher dans la forêt, ça coûte rien. Donc en fait, c'est pas. Ça t'empêche de produire aussi, du coup. Et ça t'empêche de produire. Sauf qu'en fait, l'humain est fait pour fonctionner selon des cycles. Il n'est pas fait pour fonctionner comme un moteur à explosion. Remarque, tu vas me dire, même un moteur à explosion, si tu roules en sur-régime pendant des heures, il surchauffe et tu vas au garage. Bon, bah, l'humain, c'est pareil, mais on est fait pour fonctionner selon des cycles. Et aujourd'hui, on nous demande d'être en permanence performant. Ça peut pas marcher. Ça mène forcément au burn-out et à la surchauffe et à l'épuisement. Et ça, les gens veulent pas l'accepter et on leur laisse pas le choix, en fait, parce que la pression est énorme et parce que tu comprends, l'employeur, quand il te paye 2000 balles, ça lui coûte 4000 euros parce qu'il est en France. Donc voilà. Tenez, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer un business de dingue sur lequel je suis tombé. Vachement border. C'est un membre de la communauté qui me l'a partagé de base. Donc, Wellness France. Alors, ce qui est incroyable avec ce compte TikTok, c'est que il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de comptes brandés de la même manière dans tous les pays et plusieurs comptes par pays. Chacune de ces vidéos, c'est que de l'IA. Okay. C'est que l'IA, c'est pas des vrais extraits parce que là, il y a que des personnalités connues. Là. Ouais, exact. Donc, c'est soit des avatars 100% IA, soit des vraies personnes qui disent des choses, mais 100% dites par l'IA. Donc, c'est 100% fake. 100%, ouais. 100% fake. Avec très souvent des vidéos avec plusieurs millions de vues. Encore une fois, il y a des dizaines de comptes TikTok similaires. Je ne peux pas aller voir les ads, je peux pas aller voir Instagram et tout. Et en fait, ils redirigent tous vers cette page-là. Je vais vous montrer. Je viens de penser à un autre business qui, à mon avis, va exploser. C'est le business du défoulement. Je vous développerai ça après. Et pourquoi est-ce que ça va exploser selon moi? Avec plaisir. Et du coup, le Shilajit. Vers cette page. Regarde, 2 secondes. J'entends, moi, du Shilajit. Je sais, c'est devenu très à la mode récemment, mais là, on a quand même une machine d'acquisition vachement border qui se met en place.
avec des personnes en blouse blanche, parce qu'on a vu, alors, je crois que d'ailleurs que si je clique. Attends, c'est génial parce que là, il y a marqué comme argument de vente. Avant, tu marquais vu à la télé. Là, il y a marqué viral on TikTok. Ceci est devenu un argument de vente. On vit une époque formidable quand même. C'est totalement dingue. Et tu vois quand même qu'il y a des business entiers qui sont en train de se créer, se construire de manière assez border sur cette industrie. Alors oui, mais les gens sont stupides, mec. Le pélo moyen, maintenant, veut aussi s'auto-optimiser. Mais comme il a 90 points de QI, il n'est pas armé pour se défendre face aux techniques de marketing. Et il n'a aucune capacité de raisonnement et de discernement. Donc, il se fait baiser la gueule. Tu ne crois pas si bien dire, parce que lorsque tu regardes les commentaires, personne ne parle d'IA. Alors que des fois, c'est clairement visible. Mais on est sur vraiment, TikTok, vraiment c'est le fond de cuve, TikTok. Il y a une part de moi très cynique qui dit qu'ils méritent que ça, en fait, de se faire baiser, en fait. Mais bon, des fois, j'ai un peu de compassion pour eux aussi. C'est terrible. Et en plus, attends, il y a marqué formulé aux USA. Le shilajit, par définition, ça ne se formule pas. Le shilajit, c'est le résultat de la décomposition de plantes en haute montagne, dans l'Himalaya et dans l'Altaï. Et c'est récolté à flanc de colline, à flanc de falaise. Et ensuite, c'est purifié pour enlever les métaux lourds. Donc, c'est pas formulé, c'est la nature qui le formule, tu vois. Donc, ça n'a aucun sens. Mais bon, de toute façon, le pélo moyen qui achète ça, il en a rien à foutre. Il est épuisé, il se lève le matin, il a plus d'énergie, il tourne au café, 8 cafés par jour. Le soir, il boit 2 pintes avec ses potes. Il bouffe du filet de poulet Eco Plus avec du riz blanc. Il va pas bien, quoi. Enfin, c'est tragique. Je voulais revenir sur un truc. Pour moi, un business qui est naissant et qui ne peut qu'exploser, je disais, c'est le business du défoulement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je parle tout le temps de Henri Labourie dans mes vidéos et des 3 réactions possibles face à un stress. Donc, quand on est soumis à un stress, on peut soit combattre, soit fuir. C'est l'idéal. Et si on peut ni combattre ni fuir, on va s'inhiber. En gros, quand on est soumis à une agression extérieure, c'est ça un stress. Hein. On est soumis à une agression extérieure, ça peut être des emails, ça peut être du bruit, ça peut être un chien qui court vers vous, ça peut être votre boss qui vous engueule, ça peut être vos clients qui vous cassent les couilles, ça peut être l'URSSAF. Bref, une agression extérieure. Dans ces cas-là, votre corps, il se met en branle, il produit une réaction de stress. Vos glandes surrénales, elles balancent de l'adrénaline, du cortisol dans votre sang parce qu'il faut que vous puissiez réagir à cette agression, dans le but de pouvoir y survivre. Comment on survit à une agression? Soit on l'affronte et on détruit l'agresseur, soit on fuit. Dans les 2 cas, il y a une action. On mobilise le système nerveux, le système musculo-squelettique, le corps est mis en action. Et donc, toute cette énergie qui a été mobilisée pour réagir au stress, elle se dissipe sous forme d'action. C'est de la thermodynamique de base. Elle se dissipe sous forme de chaleur et on produit une action. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Le problème, c'est que quand on ne peut pas agir, on va s'inhiber. Toute cette énergie qu'on a mobilisée pour réagir au stress, on va la garder en nous. C'est ça l'inhibition. Et le problème, c'est que ça engendre énormément de problèmes de santé, d'hypertension, des maladies cardiovasculaires. Bref, c'est une catastrophe. À long terme, c'est une catastrophe. Ça va altérer la posture et ça va détruire les gens. Quand vous croisez un mec de 40 ans qui est cadre dans une boîte, qui a le haut du dos voûté comme ça, les trapèzes voûtés, qui a le bas du ventre gonflé, vous pouvez être sûr que ce mec-là, il est en état d'inhibition depuis des années, qu'il subit et qu'à 45 ans, il va peut-être faire une rupture d'anévrisme ou un AVC, quoi. Bref, il aura bien produit pendant toute sa vie, il aura été rentable comme un bon petit soldat. Là où je veux en venir, c'est que du coup, biologiquement, viscéralement, il y a un besoin de se désinhiber. Il y a un besoin d'action. C'est pour cette raison que le running est aussi addictif, est aussi à la mode. Pareil pour les sports de combat. Je vous ai dit, les 2 réactions privilégiées à un stress, c'est la fuite ou le combat. Donc tout ce qui simule la fuite ou le combat nous fait du bien, nous soulage biologiquement et est addictif pour le meilleur. Vous prenez une situation de stress comme le premier confinement en France, où non seulement on fait peur aux gens, on les met en stress, mais en plus, on les oblige à rester chez eux, seuls, face à eux-mêmes, ce qui est très inconfortable pour la plupart des gens. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les hôpitaux psychiatriques étaient remplis. Incroyable. Eh ben, on leur dit, vous avez 1 heure, vous pouvez les sortir, tout le monde se met à courir, tout le monde se met à faire du footing, ils kiffent. Bref, donc il y a un vrai besoin de se défouler. Donc tout ce qui tourne autour de ça est déjà en train d'exploser, va continuer à exploser à mon avis, puisque le niveau de stress à l'échelle de civilisation il augmente, enfin, surtout dans les pays occidentaux. Donc tout ce qui tourne autour du running et des sports de combat, il y a qu'à voir l'engouement qu'il y a maintenant pour le MMA et tout en France. Il y a aussi le petit côté catharsis, du pain et des jeux, un peu comme les gladiateurs à l'époque, genre je suis frustré dans ma vie, j'ai pas de pouvoir d'action, je dois subir comme un esclave. Bon bah ça me fait du bien de voir 2 mecs se battre et se mettre des coups de coude dans le crâne à la télé, ça me soulage un peu, de manière indirecte, tout comme les jeux vidéo d'ailleurs. Et il y a un autre truc que je trouve fou, vous avez forcément vu ça. Alors c'est compliqué à mettre en place d'un point de vue légal, juridique, les assurances, tout ça, mais ça s'appelait Fury Room. En gros, c'est dans les villes, tu rentres dans une pièce,
Tu payes un putain de billet, tu payes 100 balles, on te file un outil de ton choix, un marteau, un sabre, ce que tu veux, tu rentres dans la pièce et tu peux tout détruire. Et ben ça, c'est purement se désinhiber, se défouler, tout casser pour expier, pour extérioriser toute cette énergie. T'es un mec qui bosse à Paris, je sais pas, un avocat d'affaires, tu te fais, je sais pas, un mec qui a un boulot à responsabilité qui te fait défoncer par sa hiérarchie, par ses clients toute la journée. Putain, le soir, tu vas là-bas, bah, ça te fera beaucoup plus de bien de détruire des écrans d'ordinateur avec un marteau que d'aller boire des pintes avec tes potes. Et donc ça, bah, des fois, on se demande comment les gens ils peuvent payer pour ça. Bah oui, bah, parce que viscéralement, biologiquement, ça leur fait du bien. Évidemment, on est en France, donc ouvrir ce genre de business, ça veut dire avoir des assurances de ouf, parce que si les mecs ils se blessent et qu'ils se coupent, ouais, c'est le bordel. Mais je trouve ça intéressant. On se dit, c'est absurde, comment les gens peuvent payer pour casser des trucs. Bon, bah, parce qu'ils en peuvent plus, ils sont sous stress, ils sont inhibés. C'est hyper intéressant le fait que tu rationalises derrière un business comme ça qui peut paraître tout venant. Enfin, c'est pas très compliqué. En fait, tu prends une salle, tu as des murs solides, tu achètes 2 battes de baseball et 3 katanas, et puis bon, tu dois t'en sortir, tu vois. Et tu le rationalises avec un côté quasiment médical. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, mais sans savoir ce que tu dis là. Eux, ils y vont juste en disant tiens, c'est marrant, j'ai envie de taper sur des trucs aujourd'hui. Ils n'ont aucune conscience de leur propre fonctionnement bio-psycho-neurologique. Ils savent pas comment ils fonctionnent. Le problème, c'est ils se font manipuler toute la journée par des gens qui savent très bien comment eux fonctionnent. Et eux, ils n'en ont pas conscience. Ouais, c'est clair. Ils sont pas conscients de leur propre biais, de leur propre conditionnement. Ils en ont aucune idée. Et ils s'en foutent. Ils n'ont pas le temps de s'y intéresser. Ils n'ont pas de temps de cerveau disponible pour ça. Ils ont déjà des problèmes de base à régler. Et puis du moment où ils n'ont plus de problèmes à régler, ils s'inventent de nouveaux problèmes plutôt que d'aller se renseigner sur des sujets importants comme ça. Donc on n'est pas rendu. Moi, j'aurais une question sur la place de l'IA. On a l'impression de plus en plus que les nouveaux divans, quoi, c'est les chatbots. Au lieu d'aller voir un psy et se mettre dans le canapé, bah, on allume ChatGPT, on leur pose des questions. Comment tu vois, parce qu'il y a quand même des business entiers qui sont en train de se créer autour de ça et ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens payent pour ça et même peuvent payer assez cher. Moi-même, je l'utilise dans mon activité, mais. Ok. Et du coup, est-ce que ce sont des bonnes solutions ou est-ce que c'est des possements, quoi? Et est-ce que ce serait viable de construire demain un business entier de santé mentale autour, grâce à l'IA, du moins? Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, un travail de fond, un vrai travail de thérapie, de mon expérience, de mon point de vue et de ce que je comprends de l'humain aujourd'hui, ça se joue pas au niveau du mental, ça se joue pas au niveau de l'intellect. Tu peux, hein, mais le vrai travail, il n'est pas là. La plupart des gens, moi, avec qui je travaille, c'est des gens qui sont en général très smart et qui ont déjà retourné le problème 40 fois dans leur tête. Ils savent très bien. Ils savent très bien quel est le problème. Des fois, il y a des trucs dont ils n'ont pas conscience, bien sûr, mais ils savent. Donc, discuter avec une IA, ça va les faire tourner en rond. Bon, à part s'ils vont sur des modèles un peu plus solides, genre s'ils vont discuter avec c'est O3, je crois, le modèle le plus solide de ChatGPT. Je crois qui est estimé à 136 points de QI, là, il y a quelques semaines. Je sais plus. Bref. Ça peut t'aider à voir des angles morts, des trucs que tu n'avais pas vus. Ça peut t'aider. Et je crache pas dessus, moi je l'utilise aussi. Par contre, le vrai travail, il se passe sur l'émotionnel et il se passe sur le corps. C'est un travail sur le psychosomatique, sur l'enveloppe corporelle, de la respiration, des étirements, de la posture, et sur l'émotionnel. Aller emmener les gens dans l'émotionnel, parce que c'est le seul truc qui se passe là maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans une relation d'humain à humain, neurone miroir, tout ça. Et ça, on peut pas encore le feinter, le leurrer avec de l'IA. Peut-être qu'on pourra un jour. Peut-être qu'on aura un jour un modèle d'IA qui sera suffisamment bien entraîné pour être capable d'aller te dire exactement les bonnes phrases pour te trigger et pour t'emmener dans l'émotionnel. Ce que fait, moi, la personne qui m'a accompagné en thérapie, et ce que nous, on fait aussi avec les clients. Mais aujourd'hui, l'IA n'est pas encore capable de le faire, à ma connaissance. Peut-être que ça viendra. Mais je pense que s'il y a bien un domaine où la relation d'humain à humain, la vraie relation, elle est importante, c'est ce domaine-là. Et donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Par contre, moi, par exemple, tu vois, je fais un appel par semaine avec mes clients. J'ai toujours un TLDV ou un Fireflies dans le Google Meet qui enregistre tout. Ensuite, je prends la retranscription, je la mets sur un GPT, ce que j'ai configuré spécifiquement pour ce client, et je lui demande de m'aider à voir les trucs que moi j'ai pas vus.
parce que moi, mon point faible, c'est la concentration. Donc, j'ai pas toujours tout en tête et il y a des trucs qui m'échappent. Donc, il m'aide en fait à être plus structuré, à être plus exhaustif. Mais par contre, la vraie créativité, encore ça, c'est en train de changer. J'allais dire la vraie créativité, on la retrouve pas dans l'IA, mais c'est en train de changer. Mais la connexion émotionnelle et l'intensité émotionnelle, pour moi, elle est pas encore euh, digitalisable. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Donc ça complète le travail, mais ça peut pas encore le supplanter. Et par contre, je vois un espèce de, j'ai vu Stéphane Edouard parler de ça, il me fait marrer, relayer ça en story de plein de gens qui racontent que leurs partenaires, donc soit plutôt des femmes d'ailleurs, discutent avec ChatGPT pour les aider à prendre des décisions sur leur couple. Le problème, c'est qu'en fait, ChatGPT, il va toujours aller dans ton sens, vous l'avez remarqué. Il est infernal, il est consensuel, t'as l'impression qu'il veut pas te froisser, quoi. Donc en fait, c'est pas du tout objectif. Et en fait, ça les conforte dans une espèce, ça les conforte dans leurs idées. Et du coup, c'est un espèce de truc qui s'auto-entretient. Et souvent, et j'ai vu des exemples de meufs en mode, ça y est, du coup, c'est bon, je vais quitter mon mec parce que ChatGPT m'a dit que j'avais raison et qu'effectivement, c'était vraiment un pervers narcissique et du coup, il me manipule. Bon, ça m'inquiète un peu. Ça, pour ce genre de choses, je pense pas que ce soit une faiblesse de l'IA parce que déjà, on peut vachement bien le paramétrer. On peut lui demander le ton qu'il doit employer, à quel point il doit être. On peut, mais la plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens ne le font pas, en effet, mais je pense que ça va s'améliorer dans les 6 prochains mois à 1 an. Je pense que c'est une remarque, une critique qui est remontée assez Je régulièrement. pense aussi. C'est vrai que moi, je vois à chaque fois que je dis qu'il a fait une erreur, il commence par me complimenter et au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. C'est assez lourd. Oui, et il nous laisse un peu les dots, quoi. Je pense que ça va changer pour le coup. Ouais. Grok n'est pas comme ça du tout, par exemple. Ok. Grok, il te rentre dans le lard. C'est plutôt, je préfère. Mais non, je pense que moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Moi, évidemment que j'ai envie de développer un truc autour de ça. Évidemment que j'ai envie de développer un modèle où dedans, je rentre toute la data, tout ce que j'ai emmagasiné depuis 15 ans. Et, euh, et aussi, j'entre toute la data concernant la personne, ou alors la personne qui l'utilise entre elle-même ses data. Et ensuite, ça va l'aider dans son processus de guérison ou de dévoilement personnel. Je préfère dire dévoilement personnel plutôt que développement personnel. Dévoilement au sens de balayer les conditionnements, balayer un peu des surcouches pour retrouver l'essence et se reconnecter à soi. Donc oui, j'ai envie de faire ça, j'ai pas les compétences. J'ai une partie des compétences, mais il y a vraiment un truc à faire, ça me paraît évident. Et pourquoi tu te lances pas aujourd'hui là-dedans? T'as pas encore l'idée exacte? Je veux être focus, mec. Là, mon focus, c'est... là, j'ai 40 clients, mon focus, c'est d'en avoir 1000. Et il est que là, mon focus. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai un vivier de 1000 clients, dont des personnes qui deviennent des amis, des futurs collaborateurs, de 1000 cerveaux, et que ça tourne, que ça me permet de vivre confortablement et que le truc s'auto-alimente parce que toute la strate est bien en place, là je pourrais prendre un peu de jus de cerveau, voire même beaucoup, et m'attaquer à ça. Pour l'instant, je suis pas capable. J'ai passé trop de temps à me disperser, ça m'a fait faire trop de temps. Là, c'est en fil droit, quoi. On revient toujours à la même chose, Alex, hein, le focus. Il y a que ça de vrai. C'est vraiment la base. Et on a beau se raconter ce qu'on veut, être dans un sentiment de toute puissance, de mais moi c'est différent. C'est comme les mecs qui se disent ah mais cette fois, ah là le bull run, non cette fois c'est différent. Non, arrêtez. Euh, on n'est pas fait pour faire plusieurs trucs en même temps. Je veux dire, que ce soit plusieurs business ou, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les mecs qui veulent se mettre à la muscu et qui disent cette année je prends 15 kilos de muscle et la même année je développe mon business, bah, je te regarde, vas-y. Bon chance. Hein. Ton énergie n'est pas illimitée. Alors tu peux creuser de la dette si tu veux. Hein. Tu peux tourner au café, voir à la coke, épuiser dans tes réserves ou faire du jeûne intermittent et des douches froides tous les matins pour bien te stresser et carburer au stress. Peut-être que tu vas réussir à faire tout ça en une année, mais à la fin de l'année, tu auras épuisé tes réserves. Et du coup, tu seras obligé de te reposer parce que tu n'auras plus le choix. Au moment où il faut payer les intérêts. Mais c'est ça. La santé et l'économie, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de repas gratuit, Milton Friedman. C'est la base. C'est les lois de la thermodynamique, c'est les lois de conservation de l'énergie. Et en fait, si tu veux performer cognitivement et physiquement, tu as besoin d'allouer de l'énergie, tu as besoin de dépenser de l'énergie. Bon, cette énergie-là, il faut l'avoir produite, il faut l'avoir emmagasinée. En respirant, en s'oxygénant correctement, en consommant des nutriments, en dormant correctement. Tout ce qui te permet de tenir quand tu es fatigué. Une canette de Red Bull, c'est un prêt. C'est un prêt à la banque, en fait.
Et si tu empruntes trop d'argent, si tu as trop de dettes, bah, à la fin, à l'échelle d'un pays, bon, bah, soit il y a la guerre, soit il y a la crise et tu montes les taux d'intérêt à 20%, tu crèves l'abcès, c'est la merde pendant 3 ans et après ça va mieux. Et à l'échelle d'un individu, bah, burn-out. Voilà, pendant 6 mois, tu peux plus rien faire, t'as pas le choix, puis après tu te relèves petit à petit. Voilà. Et moi, j'aurais une dernière question. Il y a une phrase, c'est de dire la santé mentale, c'est le nouveau sport. Quelque chose que j'entends beaucoup aux États-Unis. On voit que ça se démocratise, on se voit que de plus en plus de personnes en parlent. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où, dans 5 à 10 ans, bah, je sais pas, les lycéens ou les étudiants ou les cadres pourraient dire à leurs collègues, ah, ce soir, je peux pas, je vais voir mon coach mental. Comme ils pourraient dire, je peux pas, j'ai piscine. À quel point est-ce que, en fait, il n'y a pas une nouvelle catégorie de sport, non pas physique, mais c'est un mental qui est en train de se développer, et à quel point ça va pas rentrer dans le quotidien d'absolument tout le monde et sortir de la case un peu ah ouais, t'es un peu spirituel, un peu blacklisté. Je pense que c'est possible qu'on aille dans cette direction parce que ça va se démocratiser et parce que les gens vont dédramatiser et massivement cesser de croire que c'est un truc de faible et que c'est une preuve de faiblesse que d'aller voir un psy. Mais je pense que c'est pas souhaitable. Enfin, vu les fondamentaux, vu les fondations sur lesquelles, les fondations fragiles sur lesquelles sont bâtis la plupart des gens, c'est peut-être souhaitable, c'est peut-être mieux que rien. Mais moi, je pense que ce qui serait souhaitable, ce serait de faire en sorte que de faire en sorte que chacun puisse avoir des fondations un peu plus solides pour démarrer dans la vie. Et ça passe par recréer la cellule familiale avec l'énergie du père, l'énergie de la mère, quelque chose de sain. Malheureusement, tout pousse aujourd'hui à détruire ça. Bon, je sais bien que faut pas voir du complot là où la bêtise et l'incompétence suffisent. Mais excusez-moi d'y voir quand même une volonté de déstabiliser le psychisme du sujet moyen. Donc je pense que le gros du travail il devrait se faire là. Et qu'en fait, si les gens, si globalement les gens sont bien armés à ce niveau-là, s'ils ont été éduqués dans des bonnes conditions, avec une mère qui joue son rôle et un père qui joue son rôle, et ben le pourcentage de gens qui ont besoin d'aller voir un psy va diminuer. Mais comme on va pas dans cette direction et qu'on va vers une destruction totale de la cellule familiale et des fondations, la plupart des gens seront ravagés, seront très très fragiles psychiquement. Et donc ceux qui comprennent que c'est de leur responsabilité feront le travail et les autres continueront à subir comme des esclaves et ça leur plaira. Parce que syndrome de Stockholm. C'est réjouissant, n'est-ce pas? C'est la note positive. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres questions, Alex, mais sinon on peut finir par la question de fin. Ouais, vas-y. On aime bien demander à nos invités, c'est quoi the next big shit quoi, dans ton secteur, dans ton industrie. On a parlé pas mal de choses là, mais est-ce que tu vois vraiment quelque chose où tu te dis, ok, ça va décoller dans 5, 10 ans, même 3 ans, et ce serait quoi? J'allais dire l'aspect, le besoin de se défouler, mais en fait, ça a déjà explosé à travers les sports de combat et la course à pied, tout ça. Je dirais un retour massif à l'être plutôt que d'être dans le faire. Bon, c'est ce que j'espère. Je suis pas sûr que ça se produise massivement. Et sinon, je dirais, et c'est déjà en train de se produire, un énorme regain d'intérêt pour la vraie relation et pour le vrai contact humain. Et donc, je dirais tout ce qui est mastermind, pour les gens qui s'intéressent au business, plutôt du mastermind, du séminaire. Et pour les autres, ouais, de la rencontre, connecter dans le vrai monde avec des gens qui leur ressemblent pour nourrir leur besoin pour nourrir leur besoin de se connecter, leur besoin d'appartenance, leur besoin de nouer des vraies relations harmoniques, en harmonie, des relations profondes avec d'autres humains. Ça, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et je pense que c'est tellement un besoin viscéral et ancré en nous que ça va reprendre plus de place plutôt que l'inverse, plutôt que des délires métaverses et tout virtuel. Et quoi d'autre Je pense qu'un truc qui, d'ailleurs, j'avais envie de lancer ça avec un ami qui est médecin, c'est donc dans une logique d'optimisation, mais que je trouve assez saine quand même, c'est le fait de faire des analyses
d'ADN et des analyses très poussées pour savoir exactement quelles sont nos failles au niveau génétique et épigénétique pour recevoir une supplémentation qui soit parfaitement adaptée à nous, à notre héritage génétique et épigénétique et aux exigences du milieu et du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Par exemple, de dire, moi c'est ça la boîte que j'aimerais développer, c'est de dire, alors voilà, monsieur Untel, il est de telle origine ethnique, il a grandi dans telles conditions, son profil biologique est tel, sa personnalité, profil MBTI est tel, son fonctionnement cognitif, son énéagramme, voilà, j'ai une cartographie de l'individu. Ces 5 prochaines années, il va vivre dans telle ville, ce qui implique telles exigences, telles contraintes, machin, machin, machin. Et donc, pendant ces 5 années, la supplémentation idéale pour lui, pour répondre à ses besoins, c'est celle-ci. Et je l'adapte de manière dynamique au fur et à mesure parce que je lui fournis un modèle d'IA dans lequel il peut rentrer des nouvelles infos et via lequel on peut interagir. Et donc, je peux l'aider déjà à prévenir les risques de maladies, de dégénérescence, de baisse d'immunité, de vieillissement prématuré. Et je peux l'aider à être dans l'efficience plus que dans l'efficacité, à fournir un minimum d'efforts pour avoir du résultat et pouvoir vivre sa vie sans trop de friction, sans trop d'efforts, plutôt que d'essayer de bourriner et d'atteindre ses objectifs à tout prix, quitte à se sacrifier, quoi. Moi, ça me ferait kiffer, ça. J'aime bien. Trop cool. Je pense qu'en effet, ça marcherait hyper bien. Tu fais un petit assistant comme ça, là. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est les bons côtés de la techno, tu vois. Ouais, non, tout à fait. Complètement. Ça, je pense que ça cartonnerait. Je voulais faire ça, mais encore une fois, il me faut du focus. On verra après, ce sera les étapes d'après. Parce que pour répondre à une de tes questions au début, Luc, moi là, en termes de développement business et chiffre d'affaires, j'en suis qu'au début, en fait. Tu vois, le mois dernier, on a fait 8 000 € de chiffre d'affaires. Parce que je suis reparti de zéro, en fait, il y a 8 mois et que maintenant, pour la première fois, je suis vraiment aligné, mais je sais que le potentiel, il est énorme. Parce que l'accompagnement, on va augmenter le prix. Parce que l'offre communautaire, c'est scalable et il n'y a pas vraiment de limite. Donc on verra où ça nous mène, mais je pense que ça peut nous emmener assez loin. Et puis derrière, quand on aura plus de fonds, de quoi recruter, de quoi payer des petits génies à développer, peut-être que je pourrais me lancer dans ce projet-là. Et j'aurai déjà une base de clients qui pourront devenir des clients pour cette offre. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Arti? Écoute, on peut me retrouver toujours sur le même pseudo, Adomeos, Omeos, O-M-E-O-S, sur YouTube. Là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Mais j'essaie d'être de plus en plus actif sur YouTube. TikTok, on oublie. X, Twitter pour ceux qui veulent, même pseudo. Et LinkedIn. Alors sur LinkedIn, c'est mon prénom et mon nom, c'est Art Milan Mazo. Mais je suis aussi actif sur LinkedIn. Mais principalement Instagram, YouTube. Je mettrai ces liens là alors directement dans la description. Ça marche, trop cool. Arti, merci beaucoup. Merci pour à vous, les gars. Les autres, les auditeurs, merci à vous. Abonnez-vous, très important. Commentez. Allez donner de la force à Arti, puis à la semaine prochaine.